La peur fait partie des émotions fondamentales qui sont des réactions à un événement extérieur, réel ou imaginaire. Elle peut être étudiée sous deux angles parce qu'elle appartient à deux traditions différentes, celle de la philosophie, celle de la biologie. Le philosophe s'intéresse à sa nature, sa relation avec les autres ressorts de la vie affective qui sont les passions et les sentiments. Le biologiste, lui, s'intéresse aux modifications comportementales et physiologiques qui prennent place chez les individus mis dans certaines situations. La peur emprunte deux formes, la peur individuelle et la peur collective. La peur individuelle peut porter sur un objet réel, précis, visible, conscience d'une réalité tangible. La peur du gendarme, par exemple, la peur de l'étranger. Elle s'étale aussi dans une multiplicité de ressentis. La peur de Dieu qui donne sens à la vie, qui, dès lors, ne craint plus le mystère de l'existence. La peur de la sorcellerie, parce que cette dernière a un rapport avec une possibilité d'action sur la réalité qui sera toujours en défaut. L'angoisse n'est pas la peur, puisqu'elle est faite d'inquiétude et de crainte sans objet déterminé. La peur pathologique, logée dans l'inconscient, devient phobie. La peur a une origine. Elle participe à une inculcation d'habitudes sociales bien définies. L'éducation exerce une pression sur un vécu individuel, barrière dressée d'interdits et de contraintes, afin d'être conforme à une image idéale de surprotection. Et la surprotection de l'environnement est perturbante. Elle induit des peurs par rapport aux violences familiales, l'alcoolisme parental, les traumas du passé, la transmission en sont les causes fondatrices. Combien même la peur serait universelle, elle ne s'exprime pas de la même manière selon les individus. La personnalité, les expériences antérieures, le vécu sont des facteurs inégalitaires susceptibles d'induire des comportements différenciés. Mais venons-en à la peur collective. Cette peur collective est partagée par un groupe ou par toute une société. Elle naît spontanément face à un danger réel et demande des actions objectives pour la traiter. La rationalisation face à des événements difficiles à cerner est une tentative pour l'indigner. S'installe un sentiment d'insécurité dont les causes majeures sont l'emploi, le logement, la délinquance et la santé. Il n'y a pas de passage de la peur individuelle à la peur collective. La peur collective est d'emblée collective. Souvent, un bouc émissaire est désigné comme support à l'événement. Par exemple, le sida a été présenté en première instance comme une maladie de groupe associée aux homosexuels. La stigmatisation a eu un effet boomerang de contestation, autorisant les gays à revendiquer au grand jour un statut, une reconnaissance. Mais comment fonctionne la peur? L'évidence d'un danger déclenche des relations physiques immédiates. Accélération du rythme cardiaque, sueur, contraction des muscles, montée d'adrénaline. Une alternative s'impose à la conscience, la fuite ou l'affrontement. En première instance, l'état de sidération immobilise. Le sujet ne sait pas quoi faire, puis la prise de décision oriente son choix. Cette attitude est orchestrée par le cerveau que les neurosciences décrivent comme déterminant dans le processus de la peur. La peur a des répercussions plus ou moins grandes, observées dans les troubles du sommeil, les ruminations obsessionnelles, l'altération de l'humeur, la tendance à l'hypocondrie et la crainte d'avoir une maladie grave, et les attaques de panique. De plus,
est peut-être déclenchée par un stimulus auditif, visuel ou olfactif, ou réactivée par un indice enregistré dans la mémoire. Elle a de multiples origines, dont les plus marquantes sont les expériences traumatisantes et l'éducation trop menaçante ou hyperprotectrice.